launch the event. Okay. Is it okay, Sarah? Oui. Oui, super. Merci. Donc, il est 15 heures à Paris. On va pouvoir lancer le webinaire de la... une collaboration de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et de l'INE. Donc, pour ceux qui connaissent déjà la communauté de langue française de l'INE, je suis la facilitatrice, je m'appelle Emeline Marchois. Je vais juste vous présenter la première diapositive. So, Andrew, next slide, please. Voilà, donc pour informer tous les participants que les micros et les vidéos ne sont pas disponibles pendant la présentation, que vous pourrez poser vos questions dans les petites bulles de chat. Donc, il y en a une complètement à droite qui est indiquée par Q et R, questions et réponses. Pour les problèmes techniques ou si vous avez des difficultés, vous pouvez écrire directement dans la bulle où il y a écrit « Converser ». Et on fera tout ce que l'on peut pour vous aider. Donc, cette session est enregistrée. Elle est aussi en direct sur Facebook. Donc, bienvenue à toutes et à tous, que ce soit sur Facebook ou ici. Et après, si vous nous regardez à partir de l'enregistrement, vous pourrez donc retrouver l'enregistrement, la présentation avec les diapositives à partir du site de l'INE. Je tiens à remercier les collègues de l'INE, Sarah, Andrew et Nathalie, qui nous aident au niveau technique. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'avoir une modératrice qui est Charlotte Berquin. Donc, next slide, Andrew. Et qui va vous faire la présentation de l'agenda pour ce webinaire, donc qui va vous parler de comment peser les risques pour la réouverture ou les fermetures des établissements scolaires. La parole est à toi, Charlotte. Merci, Emeline. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait, super. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je m'appelle Charlotte Berquin. Je travaille comme responsable de l'éducation pour le bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je vais aujourd'hui modérer ce webinaire qui va nous permettre d'analyser les recommandations du document d'orientation de l'Alliance et de l'INE sur la réouverture des écoles à la lumière de différentes expériences et témoignages de pays de la région sur la manière dont la réouverture des écoles s'est organisée et sur ses implications en termes d'éducation, de protection de l'enfance et de santé. Nous écouterons d'abord Audrey Bollier de l'Alliance et Emeline Marchois de l'INE, donc, qui vont nous présenter le document d'orientation récemment développé en partenariat entre les deux organisations. Puis la parole sera donnée... Excuse-moi, Charlotte, pardon. Andrew, can we go back, please? Pour que les participants puissent avoir le visuel et les noms. Excuse-moi, Charlotte. Merci. Non, pas de problème. Puis donc ensuite, la parole sera donnée à nos trois intervenants pour le partage de leurs expériences. D'abord, Gilbert Moulissa, coordonnateur du cluster éducation au Burkina Faso, qui partagera l'expérience du Burkina sur la réouverture des écoles. Puis Kefa Mayanje, de Plan International Niger, qui nous parlera de l'impact des fermetures d'écoles sur la protection de l'enfance, en particulier au Niger. Et enfin, Dr Mina El Khali, directrice chargée des relations étrangères au Centre arabe des médias et du plaidoyer pour les personnes handicapées, qui nous parlera depuis la perspective du secteur de la santé au Maroc. Avant de donner tout de suite la parole à nos intervenants, je voudrais juste en un mot dire que pour ce qui concerne la région Afrique de l'Ouest et du Centre, la crise Covid est venue se surajouter à une situation éducative déjà extrêmement précaire, notamment dans la région du Sahel central,
où on avait déjà plus de 4000 écoles fermées avant l'apparition du Covid à cause du conflit et de l'insécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Par ailleurs, on a aujourd'hui 160 000 enfants réfugiés et près de 900 000 enfants déplacés internes dans ces 3 pays. Et ces enfants ont été particulièrement touchés par les fermetures car ils n'ont souvent pas eu la possibilité d'accéder aux programmes d'enseignement à distance mis en place par les gouvernements et se sont de fait retrouvés particulièrement exposés à des risques de protection et de déscolarisation accrus. Il est donc essentiel que ces enfants les plus vulnérables soient pris en compte d'une manière holistique et que des mesures d'accompagnement spécifiques soient mises en place lors de la réouverture des écoles, sans quoi il y a un risque majeur que ces enfants ne retrouvent jamais le chemin de l'école. Je m'arrête là pour l'introduction et je laisse la parole à Audrey et Emmeline pour la présentation du document. Merci beaucoup Charlotte pour cette introduction et surtout pour cette mise en contexte sur votre région. Et je trouve que c'est très en lien avec la discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Next slide, please, Andrew. Thank you. Donc, en fait, la question a été pourquoi faire ce document? Et il y avait une vraie réflexion qui s'est mise en place autour du rôle des écoles pendant la pandémie et aussi l'impact de leur fermeture sur la vie des enfants, que ce soit du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation et du point de vue de la protection. Et ce qui va être super intéressant, justement, ça va être d'écouter les exemples de pays par nos collègues après. Et donc, en fait, toute cette discussion a commencé autour d'un vrai défi qui était que 90% des étudiants, à un moment donné, en avril 2020, se sont retrouvés touchés par la fermeture des écoles, universités, autres institutions d'apprentissage. Et ça a laissé, en fait, les gens face à des questions assez fondamentales, notamment sur le fait, est-ce que les enfants et les jeunes sont-ils capables d'apprendre efficacement lorsqu'ils ne sont pas scolarisés? Est-ce que les enfants et les jeunes sont-ils mieux protégés à l'école ou en dehors de l'école? Et la plupart des enfants et des jeunes sont-ils en meilleure santé à l'école ou en dehors de l'école? Et sur la base de ce postulat, on s'est posé la question de savoir quelle était finalement quand et pourquoi il fallait réfléchir à la fermeture et à l'ouverture des écoles. Next slide, please, Andrew. Thank you. Et donc, voilà. Et donc, ça a été l'objectif de ce document dont le lien est dans la boîte de discussion à votre disposition. C'est vraiment essayer de définir le quand et le pourquoi. On a vu aussi qu'il y a eu pas mal de documents sur le comment réouvrir les écoles de façon sécurisée pour les enfants, mais il était vraiment intéressant de mettre dans la balance le quand et le pourquoi, de savoir si on devait les laisser ouvertes ou fermées. Et donc, tout ça est parti sur la question de regarder l'impact de la fermeture des écoles et de regarder quel était cet impact sur le bien-être des enfants et des jeunes et de pouvoir prendre une décision qui prenait en compte les 3 secteurs, à savoir la santé, à savoir la protection des enfants, mais aussi de l'éducation. Évaluer les risques pour les enfants et les jeunes et aussi, bien sûr, mettre la priorité sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Next slide, please, Andrew. Thank you. Et donc, ce document va explorer, vous avez ici quelques exemples, ce que peuvent engendrer les fermetures d'écoles et leur impact sur la vie des enfants. Donc, d'un point de vue de l'éducation, c'est laisser un impact négatif sur les résultats d'apprentissage, c'est avoir un impact négatif sur la santé mentale des enseignants et l'accès à leurs revenus. C'est aussi augmenter le stress chez les parents qui doivent continuer d'assurer l'éducation et la pédagogie à la maison. Et je pense que certains ou beaucoup d'entre vous, en tout cas sur ce webinaire aujourd'hui, ont été confrontés à cette situation. Du point de vue de la protection de l'enfance, il y a bien sûr tout le côté impact négatif sur la santé mentale, sur le psychosocial et le bien-être des enfants et des jeunes. Mais c'était aussi regarder quels étaient les risques d'exposition de ces enfants à d'autres
risques en matière de protection de l'enfance comme les enfants qui décrochent de l'école risquent d'être enrôlés dans du travail, peuvent être victimes de différentes formes d'exploitation et on sait qu'il y a des risques accrus de mariage et de grossesse précoce. En d'autres termes, la fermeture des écoles a comme impact de renforcer la vulnérabilité d'enfants déjà vulnérables. Et je pense que ça, c'est important aussi à prendre en compte parce que cela continue à creuser un fossé assez important. Et enfin, il y a aussi l'impact d'un point de vue de la santé. On sait aujourd'hui que fermer les écoles ne réduit pas forcément les risques de contamination, ni même de transmission. Mais par contre, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui n'ont plus accès à notamment des supports nutritionnels auxquels ils avaient accès lorsqu'ils allaient à l'école. Et ça vient effectivement impacter leur bon développement physique et manifestement, ça va avoir des effets sur leur santé. La prochaine, next slide, please, Andrew. Thank you. Et donc, pour finir, vous verrez aussi que dans le document, il y a ce diagramme qui est assez intéressant, qui nous permet vraiment de poser des questions sur les écoles fermées, quels sont les risques, si on regarde la santé, le risque des enfants en termes de protection ou en termes d'éducation, et qui nous permettent de prendre la décision de réouvrir ou pas. Et si vous voyez, ce qui est important, c'est ce qui est au milieu, c'est de toujours s'assurer que l'intérêt supérieur des enfants et des jeunes soit pris en compte et mis au centre de cette réflexion, et aussi ne pas oublier le principe de base de ne pas nuire. Et sur cette note, je vais donner la parole maintenant à Emmeline. Je vous remercie. Merci beaucoup, Audrey. Andrew, next slide, please. Donc moi, je vais vous faire parcourir en fait la deuxième et la troisième partie du document. Il faut savoir que c'est un document qui est vraiment écrit de façon… C'est très simple, la terminologie qui est utilisée, etc. C'est vraiment pour vous aider à vous poser les bonnes questions et savoir ce à quoi il faut penser en fait dans le cheminement qui va vous mener jusqu'à la prise de décision d'ouvrir ou de fermer les écoles. On n'est pas sans savoir que cette pandémie évolue de façon différente et qu'elle touche les pays que les pays sont touchés par le virus à des moments différents et donc qu'on n'en est pas tous au même stade, excusez-moi. Et donc, la contextualisation est vraiment très importante dans ce travail. Donc, les facteurs à prendre en compte, en fait, il faut essayer d'avoir des bonnes connaissances sur la transmission et la gravité du Covid-19 chez les enfants. Il faut que ces connaissances, que ces données soient actuelles et qu'elles soient en lien avec votre région, avec votre pays. Il faut aussi se renseigner au niveau de la situation locale et de l'épidémiologie de Covid-19, là où on se trouve et dans les écoles. On parle de pays, mais ce n'est pas seulement au niveau pays, évidemment, c'est au niveau région. Et après, au niveau régional, c'est au niveau vraiment local, au niveau des fois juste de village, de ville et parfois même seulement au niveau d'écoles et d'établissements scolaires en particulier. Donc, c'est vraiment du cas par cas et il faut vraiment savoir contextualiser la prise de décision. Et il faut aussi prendre en compte le cadre scolaire, la capacité à maintenir les mesures de prévention et de contrôle. Donc, savoir si les salles de classe vont être assez grandes, savoir s'il y aura suffisamment de distanciation, si c'est la distanciation qui est préconisée, être sûr vraiment d'adresser, de prendre en compte tous ces points. Ces décisions, quelles qu'elles soient, sont toujours très critiquées et on peut aussi beaucoup se perdre entre ce qui est annoncé et ce qui est effectué en pratique. Donc vraiment, ce document est là et pour vous donner une approche globale et regarder donc les trois secteurs éducation, protection de l'enfant et santé, et en fonction de certaines réponses aux questions,
prendre la décision qui va être la plus pertinente, la mieux contextualisée et comme Audrey le disait, la décision qui ne nuira pas en fait au bien-être et à l'intérêt général des enfants et des jeunes. Next slide, Andrew, please. Donc, le document vous présente certaines questions. Évidemment, il y a voilà, des questions fondamentales donc, qui se retrouvent dans les 3 domaines. Donc, quelles sont les répercussions du fait de quelles sont les répercussions du fait de la déscolarisation ou du fait de retourner à l'école sur les résultats scolaires de l'enfant. Donc, ça s'applique à l'éducation. On peut avoir la même question par rapport à la protection de l'enfance et la même question par rapport à la santé. Quelles sont les répercussions de la déscolarisation ou bien du retour à l'école sur la santé des enfants et des adolescents? Donc, vous allez avoir des questions en fait fondamentales et générales et ensuite d'autres questions pour mener votre réflexion sur des points plus précis, comme par exemple celle pour l'éducation. Si les établissements scolaires sont fermés, quelles sont les perspectives d'éducation à distance dont bénéficient les enfants et les adolescents? Pour la protection de l'enfance, quels sont les autres mécanismes auxquels les enfants et les adolescents peuvent accéder pour signaler ou demander un soutien en cas de violence, d'abus, de négligence ou d'exploitation? Et pour la santé, est-ce que l'espace pédagogique est suffisant pour mettre en place des mesures de sécurité appropriées? Donc là, c'est réellement un échantillon en fait, de questions. Vous en retrouverez d'autres dans le document. Et selon la réponse que vous allez apporter à la question, vous serez mieux apte d'agir. Next slide, Andrew, please. Voilà. Donc, ce diagramme où il y a beaucoup d'informations, mais en fait, c'est pour reprendre, on reprend les questions fondamentales et les questions clés. C'est un outil pour la prise de décision, pour savoir comment envisager, comment envisager la réouverture ou la fermeture des écoles. Donc, ces questions sont là pour vous orienter et vous informer et évidemment, les réponses vont être en fonction des données que vous aurez localement. Donc, si vous avez par exemple les enfants et les jeunes peuvent apprendre efficacement lorsqu'ils ne vont pas à l'école et que vous répondez oui, cela mène à ce que les fermetures des écoles ont des répercussions positives sur le bien-être général des enfants et des jeunes. Donc, ce cheminement de réflexion, en fait, il va être adapté à chaque contexte et il va être adapté donc aux 3 thématiques, aux 3 domaines. Et on verra à la fin de la présentation de notre collègue Mina sur la santé que l'on peut adapter cet outil de prise de décision en y ajoutant nos propres questions aussi, l'essentiel étant d'arriver voilà, à une décision. Évidemment, cet outil va vous aider à délibérer, à prendre donc une décision pertinente, mais ça ne sera pas forcément une décision permanente. Il faudra repasser par ces mêmes questions, utiliser ces mêmes outils de nouveau en fonction de l'évolution de la situation. Donc, une fois de plus, faire du cas par cas. Donc, je vais terminer en vous disant que voilà, ce document d'orientation, c'est pour vous donner des pistes, des points de réflexion et toujours en gardant à l'esprit que c'est pour agir sans nuire et toujours dans le meilleur intérêt des enfants. Donc, je repasse la parole à Charlotte. Merci. Merci Emeline, merci Audrey. Je pense que c'est bien clair et c'est intéressant de voir que ce document a été vraiment fait dans une perspective pratique, concrète, pour que les pays aient une base de réflexion, en fait, pas pour donner des orientations figées, mais pour que les pays puissent s'en servir comme base de réflexion et de discussion pour s'assurer que la réouverture soit effectivement un processus concerté d'une part et d'autre part s'assurer que la réouverture se fait vraiment autour de l'intérêt supérieur de l'enfant. Audrey a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée et je pense qu'il est vraiment très important, c'est que
ça un petit peu en lien avec ce que j'ai dit dans l'introduction, on s'est rendu compte que ces fermetures d'école renforcent la vulnérabilité d'enfants qui étaient déjà extrêmement vulnérables. Donc, on sait que dans la région en particulier, on a beaucoup d'enfants en dehors de l'école, énormément d'enfants vulnérables. Et voilà, quel est le risque, quel est l'impact de ces fermetures et de cette réouverture sur la vulnérabilité de ces enfants? Je pense que c'est quelque chose d'essentiel dans les raisonnements qui sont menés. Je vais maintenant passer tout de suite la parole à Gilbert, donc coordinateur du cluster éducation au Burkina Faso, qui va nous parler de leur expérience de la réouverture des écoles sur le secteur éducation au Burkina. À toi, Gilbert. Merci, Charlotte. On peut avoir le prochain slide, s'il vous plaît. Andrew, next slide, please. Oui, la suite, encore une fois. Next slide, please. OK. Merci beaucoup, Evelyne. Merci beaucoup, Charlotte, pour cette intervention. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi le Burkina a décidé de réouvrir les écoles et cela dans quel contexte et quelles actions ont été menées jusque-là. Donc, officiellement, les écoles ont été fermées depuis le 16 mars 2020. Et après, il y a eu la décision de confectionner un plan de riposte COVID-19 pour assurer la continuité des apprentissages. Et voilà. Et par la suite, nous avons organisé les examens. On a validé l'année scolaire. Ensuite, c'était la passation des examens pour les enfants qui étaient en classe d'examen. Si vous pouvez passer, please. OK, donc je vais parler des impacts probables de fermeture que nous avons eu à observer au Burkina Faso. Comme partout ailleurs, on a noté l'aggravation de certains risques de protection qui existaient déjà. Ce n'est pas un secret, les mariages et les grossesses précoces sont monnaie courante au Burkina Faso, déjà avant que cette crise n'arrive, même avant la crise sécuritaire qui frappe le pays depuis plus ou moins 2 ans et demi. Le recrutement des enfants dans les groupes armés non étatiques, ça c'est un fait, et le travail des enfants. Donc ça, c'est des risques qui existaient avant et qui se sont aggravés avec, qui peuvent et qui se sont aggravés d'ailleurs pendant cette période de fermeture. Le manque d'intérêt pour l'école peut se développer chez les apprenants, en particulier ceux qui avaient déjà des petites activités génératrices de revenus, ou ceux qui n'avaient jamais été à l'école. Pour le moment, on n'a pas une étude qui a vraiment cerné cette question, mais cette probabilité est je crois, avancée parce que cela a été noté par certaines évaluations qui ont été menées il y a 3 semaines et qui vont renseigner le cycle de programmation 2021. Qui seront rendus publics. Donc, on a noté tout ça dans les témoignages des enfants, parce que beaucoup d'enfants déjà ont commencé à s'occuper autrement, parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Les enfants des familles à revenus très faibles pourraient abandonner aussi pour longtemps, ça c'est une probabilité. Dernièrement, il y a un rapport que l'ONG NRC a sorti sur le Burkina et qui a montrer l'impact économique de la COVID-19 sur la vie des populations déplacées internes. Donc, on a remarqué dans ce rapport qu'il y a un impact négatif sur le revenu des familles déplacées au Burkina Faso, et cela a un impact sur la scolarisation des enfants. C'est connu que les frais indirects, et par exemple les scolarisations, constituent l'une des barrières à la scolarisation des enfants dans ce pays. Et donc, le fait que les parents déplacés internes et qui font partie des couches les plus vulnérables soient vulnérables, ou le fait qu'ils aient des revenus qui sont devenus de plus en plus faibles, peut exposer les enfants pour leur scolarisation. La perte de la culture scolaire avec une incidence sur la discipline lors de la réouverture, ça c'est clair. Je crois qu'un enfant qui fait 2 mois, 3 mois sans aller à l'école, perd de plus en plus les bonnes habitudes de l'école. Donc ça, ce n'est pas
à rechercher, c'est tout simplement vrai. Les nouvelles habitudes acquises lors de la fermeture pourraient aussi impacter les résultats scolaires. Donc, il y a des habitudes que les enfants ont probablement puisées dans la rue et qui pourraient impacter leurs résultats scolaires. Prochain slide. Voilà, la rentrée administrative de l'année scolaire 2020-2021 a été approuvée déjà depuis le 15 septembre et nous attendons la prochaine semaine la rentrée pédagogique. Donc, c'est le jeudi 1er octobre 2020. Cette décision a été prise par le gouvernement, non seulement en fonction de l'évolution de la pandémie, parce que chaque jour, nous avons des alertes du cluster santé sur l'évolution de la pandémie. Cela permet à tout le monde de comprendre l'évolution et les impacts de cette maladie sur les populations en général. Donc, toutes ces informations ont permis au gouvernement de voir s'il y avait la possibilité de rouvrir les écoles, mais aussi les comportements plus ou moins résilients des communautés face au virus. Je crois que les gens ont commencé à vivre avec le virus et cela fait partie des raisons qui ont fait que le gouvernement a décidé de rouvrir les écoles. Et d'ailleurs, on a eu l'expérience de la reprise partielle des élèves qui étaient en classe d'examen depuis le 1er juin. Entre le 1er juin et la fin du mois d'août, il y a eu l'organisation des examens pour le secondaire, pour le primaire et pour le non formel. Et c'était un moment justement pour observer comment les enfants se sont comportés. Donc, toute cette expérience-là a été mise à contribution pour décider de la réouverture scolaire pour le jeudi 1er octobre. Il y a beaucoup de mesures préventives en lien avec le respect des mesures barrières, avec la mise à disposition des kits COVID-19 dans les écoles qui sont aussi observées. Les kits COVID-19 intègrent tout un paquet d'activités. C'est notamment la distribution de savon, des masques, des affiches, des lavements, des sensibilisations permanentes sur le module Safe School. On a un module Safe School qui ramasse beaucoup de thématiques intégrant le soutien psychosocial. Dernièrement, nous avons révisé ce module qui intègre des messages clés sur les comportements adoptés durant cette période difficile de pandémie à coronavirus. Prochain slide. Voilà, merci beaucoup. La parole à Emily. Pardon. La parole est maintenant à Kefa. Pardon, excuse-moi Emeline, j'ai eu un problème de connexion un instant, je suis de retour. Merci Gilbert pour cette représentation. Juste avant de donner la parole à Kefa, un petit mot pour les auditeurs pour vous dire de n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans l'onglet Q&A. Nous en prenons note et nous aurons le temps, après les présentations, de revenir sur ces questions et d'y répondre. Et les panélistes pourront répondre à toutes vos questions. Kefa, je te laisse la parole. Merci Charlotte. Nos chers participants à ce forum. Oui, bonjour. Je suis Kefa Mchagalou Samaeng et je travaille pour Plan International. Je suis basé à Difa au Niger. Slides, Andrew. Merci, je m'en vais vous présenter le contexte de la COVID au Niger. Plus précisément, un accent sera mis sur Difa où nous avons une réponse humanitaire qui cadre avec la crise du lac Tchad. Il est important de signaler que Difa est une région en urgence depuis l'an 2015. La population affectée par cette crise a été estimée en juin à plus de 265 617 personnes, dont 53% sont des filles et des jeunes en besoin
des actions humanitaires, plus précisément de la protection, l'éducation et le reste. Cette population était déjà contrainte à plusieurs mesures, restrictions suite à l'urgence de conflit. Maintenant, au cours de cette période dont on fait cas, elle s'est encore retrouvée devant des restrictions suite à des mesures de protection contre la COVID. Disons que pour tous les Niger, à date, nous avons 1189 cas confirmés, dont 69 cas de décès selon le rapport de l'OMS. Slide. Hein? Alors, parlant de risques sur la fermeture des établissements scolaires sur les enfants, il est important de signaler que l'une des mesures les plus fortes qui a été prise par le gouvernement, c'est la fermeture des établissements scolaires. Et le Niger, étant déjà confronté à un problème d'éducation, avec 2,6 millions d'enfants qui étaient en dehors de l'école au début de l'an 2020, donc cette mesure a exacerbé la situation et la vulnérabilité sur les enfants. Donc la plupart de ces enfants sont des réfugiés, des déplacés, des retournés, et même des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés en dehors des établissements scolaires suite à l'insécurité. Et cela aussi, ça a mis en danger leurs droits, surtout les droits des filles. Et donc au Niger, et surtout dans les bassins du lac Tchad, les jeunes, les communautés signalent des camps de mariage des enfants en raison du manque de possibilités d'éducation. Ceci a été aussi un cas ou des cas signalés pendant cette période de la fermeture. Vous trouverez le témoignage ou un témoignage d'une fille de 13 ans qui vit dans un cadre de déplacé interne au niveau du vent, qui parle de l'avantage des écoles sur les filles et qui estime que sa fermeture les rendait plus vulnérables. Slide. Slide, Andrew. Slide, please. Can you see it on your end? I've changed the slide. Yeah. Kefa, on a sous les yeux celle qui indique le travail des enfants. Merci. Je pense qu'il y a des connexions entre moi et Andrew. Merci. Oui, okay. Un des risques aussi, c'est le travail lourd des enfants et l'exploitation sexuelle. Ça, c'est un risque qui a été aussi éminent pendant cette période de la fermeture des écoles. Et il est important de signaler à ce fait que pour des besoins de survie, nourrir leur famille, répondre à leurs besoins personnels, les filles étaient obligées de recourir à des travaux forcés, à des travaux lourds. Et cela a aussi un lien avec les exploitations sexuelles et d'autres formes d'habits à caractère sexuel ou physique qui, au finish, a aussi des conséquences sur des grossesses précoces. On a identifié un certain nombre d'enfants qui ont été exposés à ce genre de risques. Et comme les autres partenaires ont pu réagir pour offrir à ces enfants un témoignage d'un chef de village qui note ce genre d'habits et ce genre de situation au sein des enfants et qui estime que la plupart des enfants qui étaient dans les milieux scolaires se sont retrouvés exposés même à des petits commerces pendant cette période de la fermeture. Et ce petit commerce est aussi une des activités qui les expose à beaucoup de risques de protection, comme on l'a signalé. Slide. Next slide, please. Oui, je pense que je suis en train de le perdre. Mais je veux aussi faire un lien avec les violences en milieu familial. Il a été noté pendant cette période que les familles se sont confrontées à un niveau de stress élevé. Et ceci suite aux restrictions des mouvements, mais aussi suite à l'absence de certains
ou même des effets économiques, de satisfaction économique qui engendrent au finish des violences conjugales. Et ces violences conjugales sont sans conséquences sur les enfants qui étaient jadis scolaires, où ils estiment, selon ces témoignages de ces chefs de village, que les milieux scolaires pour les filles, pour les enfants, des millions de protection, des millions d'éducation, mais une fois fermé, cela a des conséquences sur eux. Il est aussi important de signaler le risque de détresse psychosociale. Bien évidemment, il y a eu toute une série de mauvaises informations, toute une série de psychoses dans la communauté, mais aussi la fermeture des espaces éducatifs et des autres espaces de protection alternative. J'ai fait cas des écoles, j'ai fait cas des espaces de jeux, j'ai fait cas des espaces de kids, a eu aussi à remonter ou à accroître le niveau de détresse psychologique sur ces enfants qui se sentaient beaucoup plus réconfortés par le fait qu'ils soient à l'école. Eh bien, filles comme des garçons, témoignent que réellement, ils se sont sentis être positifs, ils se sont vus que tout avait basculé d'une façon très négative. Et certains parmi eux témoignaient avoir perdu même de l'espoir. Vous trouverez aussi encore un témoignage d'une fille qui a parlé comment elle se sentit bouleversée par le fait que les écoles soient fermées et qu'est-ce qu'elle pensait et quelles sont les pensées de ses collègues. Slide. Next slide, please. Yes. Next slide. Next slide. Andrew, Bon, next slide. Thank you. Vas-y, Kefa. Je pense que j'avais déjà signalé les violences en milieu familial. Je crois avoir parlé de le fait que les familles ou les mouvements soient restreints. Ça a eu un impact sur certains déshabits parce que aussi les enfants restant à l'école, c'est un moyen de protection, un moyen aussi, et les parents se sentaient bien à l'aise de voir leurs enfants dans les milieux scolaires. Mais toutes les journées passées confinés, ça a agrandi aussi les niveaux de stress, mais aussi les niveaux de violence, soit domestique, soit conjugale. Alors, parlant du plan international qui a aussi tant soit peu donné une réponse pendant cette période de fermeture des établissements scolaires, il est important de signaler que depuis 2015, PLA est opérationnel dans la région de l'IFA et dans tous les départements qui composent cette région, avec une série d'interventions, surtout sur la protection de l'enfance en situation d'urgence, incluant les violences basées sur le genre, l'éducation en situation d'urgence, mais aussi des interventions axées sur le renforcement des capacités professionnelles et économiques des jeunes. C'est là cadre aussi avec la réponse du lac Tchad. Slides. Bien évidemment, il est important de signaler que pour répondre à ce genre ou à tous les risques que je venais de citer, pour nous rassurer que les enfants qui se sont vus hors école pendant cette période de fermeture, il a fallu qu'il y ait une mesure ou des mesures appropriées pour leur rendre service, pour leur appuyer. Et pour ce fait, on a passé par la réadaptation de tous nos projets pour nous rassurer que ça conforme aussi avec les approches et les activités appropriées à la COVID. Nous avions aussi fait l'actualisation de la cartographie des prestataires de services et ainsi pour voir dans quelle mesure et dans quelles conditions ces enfants pouvaient accéder à des services pendant la COVID parce que tout était restreint. Il fallait des approches purement adaptées. Nous avions aussi développé et adapté différentes notes d'orientation
qui nous ont servi de réponse tout en s'alignant sur des standards. Et c'est là, par exemple, on a développé des notes sur la gestion des cas pendant la période de Covid, des notes sur les compétences de vie parentale et celles des enfants pendant la Covid, et d'autres notes qui ont servi à l'organisation et aux partenaires de bien mener les activités d'une façon aussi coordonnée et en lien avec les standards, bien évidemment. Slide. À part ça, slide. Next slide. Anne-Kefa, j'en profite pour te dire, voilà, super, qu'il te reste à peu près 1 minute pour conclure. Super. Donc, à part ça, on a fait des formations de toutes les équipes de projet. On a aussi distribué des kits de dignité à des filles qui se sont vues hors école, mais aussi on a distribué des radios, on a contractualisé aussi avec des radios communautaires. Cela, c'était évidemment pour nous aligner ou répondre à des besoins exprimés par ces enfants. Bien sûr, il y a des recommandations, mais ce qui est important, c'est de signaler que la réponse à la COVID pendant la fermeture devait aussi tenir compte des recommandations et des expériences vécues par la période de l'Ebola dans différents pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Et donc, certaines de ces recommandations aussi doivent prendre en compte ou en considération les risques liés à la protection des enfants lors des décisions par les décideurs. C'est demander s'il faut réellement se fermer, s'il faut ouvrir et dans quelle mesure, mais aussi il fallait contextualiser ou il faut contextualiser toutes ces mesures selon les lieux. Il est aussi important de donner une priorité absolue pendant cette période de fermeture, même pendant la période d'ouverture, pour nous rassurer que les enfants qui font face à des habits ont la chance d'accéder à des services appropriés, incluant aussi la psychosociale. Bien évidemment, je conclus que le renforcement de la coordination entre les acteurs de protection, les acteurs de l'éducation, mais aussi en incluant les autres acteurs, serait aussi un moyen efficace pour donner une réponse appropriée et nous rassurer que les enfants, surtout les filles, ont accès à des services. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kefa. Je pense que tous les deux, Gilbert et Kefa, vous avez bien brossé le tableau de la situation en ce qui concerne l'éducation et la protection de l'enfance au Burkina Faso et au Niger. On comprend bien que dans des contextes comme le contexte du Burkina, du Niger, du Sahel en général, on ne peut pas simplement parler des fermetures d'écoles simplement d'un point de vue scolaire, éducation uniquement, mais que c'est essentiel de faire des croisements entre la vulnérabilité des familles, les problématiques de protection de l'enfance qui sont déjà extrêmement prégnantes dans ces pays et évidemment les conséquences que les fermetures des écoles ont sur la protection des enfants et sur leurs apprentissages. On voit bien que c'est vraiment essentiel de faire ces liens et d'avoir cette approche holistique et transsectorielle lorsqu'on réfléchit et qu'on se demande comment est-ce qu'on doit réouvrir ces écoles. Sans perdre de vue que, comme je le disais au tout début du webinaire, c'est aussi une région dans laquelle l'éducation est particulièrement et spécifiquement visée par les groupes armés non étatiques. Donc, c'est aussi une considération supplémentaire sécuritaire à prendre en compte. Donc, on a non seulement des considérations de santé, d'éducation, de protection, mais aussi ici des conditions sécuritaires plus générales et qui s'ajoutent à une situation de déplacement qui grandit de manière absolument extrêmement rapidement, notamment au Burkina Faso, qui doit aussi être prise en considération, puisque Kefa nous a dit qu'au Niger, il y avait plus de 2,5 millions d'enfants hors de l'école. Il faut savoir que dans la plupart des cas, les réfugiés, les déplacés internes, en tout cas les réfugiés, ne sont pas toujours comptés dans ces statistiques nationales, mais sont pour beaucoup d'entre eux aussi en dehors de l'école. Voilà, merci donc encore à Gilbert et Kefa. Pour nos auditeurs, continuez à poser de vos questions, on y reviendra après les présentations. Et je donne tout de suite la parole au docteur Mina qui nous parle depuis le Maroc. Bonjour. Next slide, please. Okay, c'est bon.
Bonjour et merci Charlotte, merci Audrey et Emeline. Donc, ma présentation, ça va concerner la réouverture, la fermeture et la réouverture des écoles au Maroc. Donc, next slide, please. Donc, ce qui a été constaté, qu'il y a une très grande perturbation massive de l'éducation, redoutant ses conséquences pour les enfants, les plus défavorisés, comme a été dit. On a constaté qu'au Maroc, jamais les inégalités scolaires n'ont été aussi criantes qu'en temps de confinement. Depuis la fermeture des écoles, ça a été le 16 mars aussi de 2020, 8 millions de jeunes Marocains doivent relever le défi de l'enseignement à distance. Et ça n'a pas été évident parce que de nombreux élèves prennent du retard dans leurs apprentissages, surtout les enfants à handicap. Moi, en tant qu'éducatrice spécifique, ces enfants qui souffraient d'handicap mental ou bien d'autisme souffraient plus et étaient victimes et de la fermeture et de la réouverture. Parce que les familles, on a suivi les familles, on a constaté qu'il y a une très grande souffrance parce que les familles ne sont pas formées dans ce domaine, ils n'arrivent pas à faire le suivi de leurs enfants, ils sont obligés de rester à la maison 24 heures sur 24, alors qu'ils passaient une période de prise en charge dans des centres ou bien dans des écoles, dans des classes spécifiques. Donc ça a été une souffrance. Next slide, please. OK. Donc, on va voir l'impact de la fermeture sur les enfants. Évidemment que les décisions sanitaires, elles priment, mais les spécialistes et les pédopsychiatres ont constaté qu'il y a un impact sur la santé mentale, ça a été déjà mentionné, des enfants et des adolescents. Les statistiques sont inquiétantes d'après les spécialistes qui disent que les patients suivis dans les services depuis le confinement a augmenté. Ici, ce sont des déclarations des spécialistes pédopsychiatres. Ils rajoutent aussi que, par exemple, si le distanciel est maintenu, les risques seront plus multiples. Il y aura des décrochages scolaires, il y a aussi des recrudescences des troubles du comportement. J'ai parlé aussi des enfants à handicap. Leur situation est devenue très grave. Des troubles anxieux, dépressifs. Et aussi, next slide, please. Donc, pour les études, on a constaté que les enfants, ils sont moins contagieux. Donc, le sort des écoles reste souvent un sujet sensible. Mais les études ayant montré que ces enfants sont très peu contaminés, une étude qui a été conduite par l'Association française de pédiatrie ambulatoire, mise en ligne le jeudi 4 juin sur le site MedRxiv, vient d'apporter une réponse. Donc, les enfants semblent moins contaminés et moins contaminants. Donc, cette maladie touche essentiellement les adultes, les formes les plus graves et les décès survenant quasi exclusivement chez les sujets âgés ou présentant des comorbidités qui les rend plus fragiles. Ce qui a souligné le professeur Robert Cohen, un pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil qui a coordonné la recherche. Next slide, please. Next slide. OK, c'est bon. Donc, on passe à la réouverture des écoles au Maroc. Donc, plusieurs mesures ont été prises par les autorités pour garantir la sécurité sanitaire des apprenants et leurs encadrants. Dans le détail, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a ainsi récemment publié un circulaire qui a été reçu dans les écoles, les mesures à mettre en pratique qui nous montre les mesures pratiques pendant la rentrée scolaire et les différents modèles pédagogiques qui seront adoptés. Donc, il y a avant la réouverture des établissements,
ce qui doit être fait, c'est qu'il est obligatoire de charger un cadre de l'établissement scolaire de coordonner les dispositifs sanitaires de prévention, organiser des réunions de coordination et de contrôle des dispositions sanitaires au sein de l'établissement avec la présence d'un responsable de la santé scolaire. Et ceci, c'est une semaine avant la rentrée. La mise en place aussi d'un dispositif d'écoute et de communication avec les élèves, et c'est très important d'écouter les enfants et les élèves, et aussi la possibilité pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou habitant avec des personnes vulnérables de travailler à distance. Ça, c'est avant la réouverture. Après, il y a la question la note a aussi parlé de la question de respect de la distanciation. Donc, avant d'accéder à l'école, les élèves seront reçus et placés dans deux rangs. Ça, ce sont des directives qui ont été données en respectant la distance de sécurité d'un seul mètre. Les mains doivent être bien sûr stérilisées avec du gel hydroalcoolique, même si, entre guillemets, ce produit doit être utilisé d'une manière où il faut faire un peu attention parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes de santé liés à certains produits alcooliques. De plus, les semelles des chaussures seront stérilisées dans des bacs prévus et séchés. Et aussi, ce qui a été mentionné dans la note, c'est qu'il faut éviter les rassemblements des parents devant l'entrée de l'établissement. Autre point aussi, c'est au sein de l'école. Une fois les enfants sont dans l'école, il faut respecter la distance d'1 mètre entre deux élèves dans tous les espaces, donc au moins 2 mètres, parce que si c'était plus, ça sera mieux. Aussi, dans les cantines, il y a des directives qui ont été données. C'est que les fournisseurs doivent respecter les mesures de sécurité sanitaire dans les transports aussi de matières alimentaires. Il faut veiller à la propreté des cuisines et les outils de travail et tout ça. Et aussi à l'intérieur du transport. Donc, il a été mentionné qu'il faut respecter aussi la distanciation physique. En outre, les véhicules de transport scolaire ne doivent pas dépasser 50% de leur capacité. De plus, à l'intérieur du véhicule de transport scolaire, le masque est obligatoire pour les élèves et la température est notamment prise avant de monter au transport. Aussi, la désinfection des véhicules de transport avant et après chaque utilisation. Et de plus, ils ont demandé ou bien mentionné qu'il vaut mieux éviter le transport commun parce qu'il y a un risque dans ces transports communs. Le circulaire aussi s'est adressé aux familles, c'est-à-dire il a parlé des mesures qui doivent être prises par les familles. Donc, les parents doivent réaliser la prise de température de chaque enfant avant de l'envoyer à l'école. Ils doivent aussi s'engager à ne pas envoyer leur enfant à l'école s'il manifeste des symptômes Covid-19. En cas d'apparition de signes de contamination de Covid-19, il est demandé aux parents des élèves de garder l'enfant à domicile et de contacter les services sanitaires qui sont responsables de la prise en charge de ces cas. Aussi, une autre chose, c'est que les directeurs de l'établissement aussi scolaire doivent être informés qu'il s'agisse d'élèves ou de cadres enseignants ou administratifs, parce qu'il y a tout un protocole qui doit être, ou bien des mesures qui doivent être prises dans ce cas et qui se sont aussi détaillées dans une autre note. Donc, on peut dire qu'un présentiel qui est hyper cadré ici, pour cette rentrée, des groupes restreints de 15 à 20 élèves ont été formés pour faire le respect de la distanciation physique au sein des classes, pour qu'il n'y ait pas un surnombre d'élèves et pour respecter cette question de distanciation physique. De plus, les élèves ne pourront aller à l'école que 3 fois par semaine. Pour éviter les rassemblements, il y aura des groupes
chaque jour, il y aura un groupe qui sera à l'école, donc 3 fois par semaine pour chaque groupe. Et aussi sur les heures des cours, la moitié sera assurée en présentiel et l'autre moitié sera assurée en distanciel. Et le ministère euh, a présenté des vidéos, a enregistré des vidéos et des ressources numériques pour ces enfants. Donc, merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Mina. Merci pour cette présentation et c'était très intéressant d'avoir cette perspective du secteur de la santé et cette présentation technique sur comment est-ce que la réouverture s'est faite et dans quelles conditions au Maroc. On va tout de suite passer aux questions-réponses avec les intervenants. Alors, je vais lire un certain nombre de questions qui ont été envoyées et les intervenants vont y répondre. Alors, nous avons une première question de Yolande Elessa qui écrit du Cameroun et qui nous dit « En tant qu'institution nationale des droits de l'homme au Cameroun, nous avons pour rôle d'évaluer la prise en compte des droits de l'homme et spécifiquement du droit à l'éducation dans les décisions prises par les enfants, mais également d'aider les administrations publiques en charge de l'éducation à prendre des décisions éclairées. Dans ce sens, comment pensez-vous que votre document peut nous aider et avez-vous d'autres outils qui nous permettront d'évaluer et de recommander efficacement ?» Est-ce que Audrey ou bien Emmeline, vous voulez répondre à cette question? Ah, pardon. Je remettais en route, Ça y est. en route le micro et la caméra. Oui, je pense que déjà, je vous inviterai, Yolande, à effectivement vous imprégner et lire consciencieusement le document. Et vous verrez aussi qu'à l'intérieur de ce document, nous faisons référence à d'autres documents qui pourraient être des sources d'information en ce qui concerne votre situation. Ce document est vraiment un document d'orientation et il permet de poser les bonnes bases en ce qui concerne justement cette question d'ouverture et de fermeture des écoles que nos collègues ont su comment dire, alimenter de leur expérience pays. Merci. Merci Audrey. Emmeline, tu souhaites compléter? Pardon, oui, je voulais juste compléter en indiquant que il y a donc oui d'autres ressources à partir du site de l'INE et j'en ai mis certaines dans la boîte de conversation et elles seront voilà, disponibles dans le compte-rendu, enfin les notes sur les questions-réponses du webinaire. Et pour tout ce qui est en fait des questions techniques, il y a une note technique qui a été développée par l'INE. Je vais vous mettre le lien d'ici quelques secondes. Et il y a aussi le guide du praticien pour le retour à l'école en sécurité, le Safe Back to School, qui a été développé par le cluster. Voilà. Merci beaucoup, Emmeline. Une autre question pour Gilbert et puis aussi peut-être que Kefa pourra compléter, qui vient de Daouda Diarra, plan international. Donc, Gilbert, Daouda demande, durant la fermeture des écoles, est-ce que des occupations d'installations scolaires par des groupes armés non étatiques ont été constatées? Si oui, existe-t-elle encore à cette date? Gilbert, est-ce que tu veux répondre à cette question? Ok, merci Charlotte. J'avais déjà répondu à Daouda dans les chats. Je peux peut-être me répéter. En fait, je lui ai dit que nous avons constaté plus des attaques contre les infrastructures scolaires. On a noté par exemple beaucoup de cas d'incendie d'écoles dans la région de l'Est. Et ce qui est noté en termes d'occupation, c'est plus l'occupation des écoles par les familles sinistrées des inondations. Mais on n'a pas de cas spécifiques d'occupation par les groupes armés non étatiques.
Ici, généralement, les groupes armés incendient les infrastructures ou bien tuent les enseignants. Ils n'occupent pas les écoles. Bon. Déjà, ils sont presque invisibles. Où est-ce que tu vas le voir? Voilà, merci. Merci Gilbert. Et un élément effectivement important à prendre en compte dans ce que vient de dire Gilbert, c'est que les déplacements internes de population étant extrêmement importants et augmentant énormément à cause du conflit, à cause des attaques au Burkina, au Niger, même si le gouvernement s'efforce d'accommoder au mieux ces populations déplacées, lorsqu'il y a vraiment un débordement, effectivement, les écoles sont parmi les bâtiments qui peuvent être occupés par les populations déplacées internes. Et c'est aussi un élément à prendre en considération dans les processus de réouverture des écoles et dans la gestion de la crise Covid, mais aussi de la crise de déplacement. Une autre question pour Kefa, de la part de Mamoutou Dembélé. Quelles actions concrètes de protection sont envisagées pour les enfants en dehors de l'école, d'un point de vue à la fois dans les communautés et au sein des familles? Kefa? Merci Dambélé pour la question, elle est trop pertinente. Néanmoins, je venais de citer dans ma présentation certaines des actions qu'on a mises en œuvre pendant cette période de fermeture. Entre autres actions, il est très, très important de considérer les aspects de mesures barrières. Et donc, s'il faut soit réunir des enfants, mais tenir compte de distanciation, soit pour des discussions en groupe, mais tenir compte de petits groupes ou même de groupes ciblés. Bien évidemment, les enfants qui ont fait face aux habits ou exploitations, il est très important qu'ils reçoivent des soins appropriés selon les besoins qui ont été évalués. Bien évidemment, on a aussi mené des activités qui ciblent les parents des enfants, des activités qui ciblent aussi les familles d'accueil qui reçoivent les enfants qui sont ou qui étaient dans les écoles, mais qui sont aussi des enfants séparés, on accompagnait. Et donc, les actions qui doivent être menées ou qui ont été menées et qui sont en train d'être menées ne sont pas différentes des actions normales dans la période des urgences. Mais il faut tenir compte des approches pour bien mener ces activités et nous rassurer que les enfants ne sont pas exposés à la propagation de la pandémie. C'est-à-dire que les approches doivent être plus spécifiques et adaptées à la pandémie de la COVID-19. L'appui psychosocial, comme on l'a dit, il faut qu'elle soit individuelle. Et si c'est un petit groupe, il faut que ça soit bien sûr bien éclairé, que ça doit éviter les contacts entre les enfants et que les enfants sont équipés du maximum des équipements comme aussi, il y a des gels, il y a aussi des masques et le reste. Donc, pratiquement toutes les actions à mener pendant cette période de fermeture doivent être des activités ciblées et des activités aussi appropriées et en lien avec tout ce qu'il y a comme de mesures barrières. Allô? Merci Kefa. Oui, on t'a entendu. Merci Kefa. Merci pour ta réponse. Une autre question, cette fois pour Mina de Kaboré Isaka, pardon. Comment assurer le respect de la distanciation physique en ce qui concerne les élèves du primaire, 6-12 ans, parce que donc Kaboré nous dit qu'il est peut-être plus facile pour les élèves du secondaire de mettre en place ces mesures de distanciation physique, mais que ça peut être beaucoup plus difficile pour les tout petits. Mina, est-ce que tu souhaites intervenir là-dessus? Oui. Donc, pour le respect de la distanciation, on sait que les petits-enfants, ils aiment tout ce qui est concret. Donc, on fait des petits jeux d'ouvrir les bras, par exemple, de faire pour ne pas toucher son collègue. Ce sont des exemples concrets qu'on fait avec les petits-enfants pour les approcher au fait qu'il ne faut pas toucher son collègue. Donc, pour respecter, pour laisser une distance avec son collègue. De même pour aussi la question de se laver les mains. On doit leur approcher d'une manière concrète comment se laver, pourquoi se laver 20 secondes, pas moins de 20 secondes, pourquoi. Donc, on essaie de trouver des astuces qui sont liées à des jeux, d'une part, et d'autre part, qui rapprochent aux enfants
cette question de distanciation, parce qu'un petit enfant, comme a dit, il n'arrive pas à assimiler pourquoi on fait cette distanciation. On fait aussi des exemples d'utiliser des produits colorants sur du papier pour montrer comment dirais-je, spears in English, comment le virus peut se propager. Donc, ça, ce sont des astuces. Donc, je conseille, parce qu'on travaille ça aussi même pour les enfants qui sont à handicap mental, je conseille les pratiquants d'essayer de trouver des astuces plus concrètes pour approcher ce protocole sanitaire aux petits-enfants. Ce sont des exemples concrets que j'ai présentés. J'espère que ça a été clair. Merci. Oui, si je peux ajouter quelque chose, Charlotte, je pense que l'on peut profiter de cette plateforme pour féliciter les enseignants et les enseignantes qui se réinventent et qui réinventent leur façon d'enseigner et qui voilà, sont très, très créatifs dans la façon d'aborder le thème du lavage des mains, du virus, etc., avec les tout petits, pour qui ça n'est vraiment pas concret, en fait, à ces âges-là. Voilà, c'était une petite note de remerciement, comme on travaille aussi avec les enseignants et les enseignantes. Oui, tout à fait. Gilbert, il y a une autre question. Je sais que tu as déjà répondu en partie dans le chat, mais peut-être tu veux développer un petit peu plus sur les actions qui ont été conduites par l'INDH dans le cadre de la réouverture des écoles, donc envisagée pour la rentrée du 1er octobre. Comment elles comptent se déployer une fois que les écoles seront réouvertes, etc. Peut-être que tu peux un petit peu développer sur qu'est-ce qui a été discuté et quels sont les plans qui sont envisagés pour non seulement la réouverture, mais un petit peu dans les semaines et les mois qui suivent. Ok, merci Charlotte. En fait, comme je l'ai dit hier, le ministère a pris le temps de faire des consultations avec toutes les forces vives de la communauté. Ce qui est bien au Burkina, c'est que c'est un pays qui est très syndicalisé, donc beaucoup de décisions ne se prennent pas juste comme ça. Le ministre, on a eu à le voir, hein, je crois, il y a de cela 3 mois, on est parti le voir au mois de mai parce que la première ouverture était envisagée fin mai, ça n'a pas été possible. Finalement, on a décidé de valider l'année scolaire. Après, c'était l'organisation des classes d'examen, comme je l'ai dit. Et donc, à chaque fois qu'on a rencontré le ministre, il nous a dit qu'il faisait des consultations et cela est constaté. Donc, il y a une forte redevabilité au Burkina Faso qui fait que, je crois, hein, la plupart des structures comme celle qui a été citée ont été consultées. Après, il y a un travail, je crois, continu qui se poursuit en termes d'évaluation des risques. L'ouverture n'est pas une décision définitive. Ça veut dire en fonction du niveau des contaminations, en fonction du niveau de résilience au niveau de la communauté, on peut encore une fois décider la fermeture. Après, ce qu'il faut aussi noter, c'est que l'ouverture n'est pas totale pour tous les niveaux. Ce sera alterné. On ne va pas ouvrir en masse toutes les écoles. Il y aura un mouvement alterné, ce qui permettra, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de risques pour la contamination. Après, je pourrais partager les documents dans les chats pour les actions qui sont envisagées. Merci Gilbert. Une autre question à laquelle Kefa, peut-être tu voudras apporter des précisions, notamment en ce qui concerne les aspects protection de l'enfance. C'est qu'est-ce qui est... alors, pardon, une question de Fred Armand Bangba. Comment est-ce que les différentes actions que vous avez présentées prennent aussi en compte le préscolaire, le niveau préscolaire et donc les plus petits, les enfants pré-primaires? Okay. Oui, mais merci et au partenaire qui a posé la question. Déjà dans le programme en cours avant la COVID, notre programme axé sur l'éducation en situation d'urgence tient compte du préscolaire, c'est-à-dire
les enfants qui ne sont pas encore à l'école primaire, mais qui sont dans le niveau préscolaire, mais aussi les enfants qui sont aussi dans les écoles accélérées. Donc, c'est là, tout ça, ça a été pris en compte. C'était juste une réadaptation des approches, mais le programme en tant que tel était là et il est là. Donc, ça n'a pas été un défi pour nous. Néanmoins, il est important de signaler une grande coordination. Kefa, il me semble qu'on t'a perdu. Avec, Ok, Kefa, je crois qu'on t'a perdu. Si tu reviens. Ah, Kefa, est-ce que tu m'entends? Tu es en mute. Oui, on a perdu les 30 dernières secondes de ce que tu disais. Je disais que le préscolaire est aussi ou fait partie de notre thématique ou de nos activités, de nos interventions. C'est-à-dire, ça n'a pas été un problème. C'était juste une réadaptation comme à tous les autres degrés. Parce que, bien évidemment, dans l'éducation en sciences d'urgence, nous tenons compte aussi du préscolaire. Et nous avons un programme bien élaboré, accompagné par le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, pour nous assurer que les activités de préscolaire entrent dans nos interventions dans le pays et dans la région de Difa. Merci. Merci, Kefa. Une autre question, alors un petit peu d'ordre un peu général, mais peut-être que Audrey et Emeline, par rapport au document, auront des pistes de réflexion à apporter. C'est Yolande et Lessa qui demandent s'il est possible, dans la contextualisation, d'envisager des choix différents par rapport à la réouverture dans un même État. Par exemple, choisir de garder les écoles fermées dans les zones urbaines et réouvrir dans les zones rurales, ou voilà, avoir des contextualisations différentes au sein d'un même pays. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on procède ou comment est-ce qu'on peut assurer qu'il n'y ait pas de discrimination entre les enfants? Je vais commencer, Emeline, si c'est OK pour toi. OK, super. Justement, et en fait, ça fait partie du dernier diagramme que Emeline a présenté et qui se trouve dans le document d'orientation où vous avez justement cette flèche qui va de l'ouverture des écoles à la non-ouverture des écoles avec différents scénarios et on se rend bien compte que c'est pas tout blanc ou tout noir et qu'il faut prendre en considération le contexte, les impacts, prendre en considération l'éducation, la santé, les risques de protection quand on veut prendre la décision de soit laisser fermer les écoles ou les réouvrir. Et je pense que ce qui est important, c'est que quelle que soit la décision qui est prise, il faut d'entrée de jeu réfléchir à prévenir les risques supplémentaires. Que ce soit des risques de décrochage éducationnel, que ce soit des risques en protection de l'enfance, que ce soit des risques en santé. Et ça doit être pris en compte que l'on veuille réouvrir ou fermer une école, en fait. Quels seront les risques où le meilleur intérêt de l'enfant se situe-t-il et dans quelle mesure la décision de fermer ou d'ouvrir cette école, il y a le ne pas nuire. Et il faut garder ces deux concepts, je pense, en mémoire quand on prend ce genre de décision. Mais je reste d'accord que selon les contextes, effectivement, ça change et qu'on peut être amené à fermer et ou à réouvrir des écoles dans des régions différentes. Ce qu'il faut, c'est prendre les risques en considération et savoir comment les amoindrir ou y répondre en tout cas. Emeline? Oui, tout à fait. J'aurais pas pu dire mieux, Audrey. Je vais juste rajouter que dans les normes minimales de l'INE, dans tout ce qui est, la partie accès à l'éducation, c'est le domaine numéro 2 des normes minimales.
Ça vous donne aussi des stratégies pour agir contre la discrimination et être sûr que tous les groupes, de la communauté scolaire aient accès à l'éducation. Après, ça reste dans la théorie, c'est ce que l'on veut atteindre. Après, il est sûr que dans la pratique, vu la difficulté de la situation, ce n'est pas toujours réalisable. Mais en tous les cas, si vous cherchez des pistes, voilà, posez-vous les questions et si vous avez besoin de plus d'orientation, vous pouvez vous référer aux normes minimales. Merci Audrey et Emeline. Une autre question vient d'arriver, assez intéressante, je pense. Gilbert, en tant que coordonnateur du cluster au Burkina, je pense que tu pourras peut-être y répondre ou contribuer à la répondre. Une question de Mamadou Salif Traoré. Une chose, c'est de contextualiser le guide du praticien pour la réouverture des écoles. Et une autre chose, c'est que les mesures d'accompagnement soient réalistes et réalisables. Donc, quel doit être dans ce contexte le rôle des clusters éducation? Comment la réflexion s'est posée? Qu'est-ce que tu peux partager de l'expérience du Burkina là-dessus, Gilbert? Ok, merci Charlotte. Je ne vois pas la question, j'aurais bien voulu la relire. Je te la relis si tu veux. Donc, ouais, je pense. La question, c'est que c'est important de contextualiser le guide du praticien, mais c'est aussi important, c'est que les mesures d'accompagnement soient réalistes et réalisables, n'est-ce pas? Donc, quel est le rôle du cluster dans ce cas-là? En fait, la question, je pense, c'est comment est-ce que le cluster et les partenaires qui travaillent au sein du cluster peuvent accompagner le ministère dans la mise en œuvre des mesures d'accompagnement pour la réouverture de ces écoles? D'accord. Bon, ce que je vais dire tout d'abord, c'est que le cluster, c'est tout le monde, hein, c'est tous les acteurs de l'éducation. C'est les agences, c'est les ONG, c'est le ministère lui-même, il fait partie du cluster d'éducation. Donc, c'est la plateforme de réflexion collective autour de cette problématique, tout comme les autres problématiques humanitaires auxquelles on fait face déjà ici au Burkina. Notre rôle, le premier, c'est d'abord d'être sûr que le gouvernement respecte les orientations globales. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est penser global et agir local national. Il y a eu pas mal d'orientations qu'on a reçues au niveau global et que si on les contextualise, on a la chance de minimiser les risques, si vous voulez. Alors, nous avons discuté avec le gouvernement, ça c'est notre rôle, sur la période avant l'ouverture des écoles, avec les orientations ad hoc. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire avant la fermeture et avant la réouverture, pendant le processus de réouverture et sur les restes de l'année? Nous avons beaucoup insisté sur la révision de certaines politiques, surtout en matière d'éducation à distance. Donc, on a beaucoup insisté pour que les opportunités d'éducation à distance soient encore une fois prises en compte et qu'on investisse un peu plus sur ce domaine-là. La plupart de fonds que nous sommes en train de recevoir pour le moment, c'est des fonds qui adressent directement ces questions-là et le gouvernement est aussi. Donc, la première des choses, c'est que s'il y a une politique, si le gouvernement inscrit cela dans sa réflexion stratégique, c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose, c'est l'intersectorialité. On insiste beaucoup en tant que membre du cluster pour que les ministères se parlent. Le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère de la Solidarité sociale et humanitaire devraient se parler avec beaucoup plus de réunions actuellement pour adresser toutes ces questions, parce que c'est des questions, si vous voulez, d'intérêt intersectoriel. Donc ça, c'est parmi les messages qu'on essaie de renforcer. Aussi, qu'est-ce qu'on fait en plus, c'est aussi de regarder, d'accompagner les partenaires de réponse, notamment les ONG,
certains services des ministères dans la rédaction des propositions, mais aussi dans la consultation des communautés. Il est très important, je crois, pour le moment, de redonner à la communauté sa place. Donc, l'engagement communautaire, la redevabilité, pour moi, c'est un peu le cœur de tout. Donc, il faut demander à la communauté qu'est-ce qu'elle pense de la forme d'éducation qu'on veut donner à ses enfants. Donc, pour moi, la redevabilité prend vraiment sa place dans ce contexte précis de Covid-19 parce que nous sommes tous concernés, comme vous l'avez noté. Donc, seule l'éducation ne peut pas traiter ce problème. L'éducation doit se connecter impérativement à la protection, à la santé, à la nutrition pour être sûr de délivrer un programme approprié. Après, il y a plusieurs options de réponse, mais c'est vraiment ce que moi, je peux recommander à tous les clusters qui sont représentés ici, de beaucoup renforcer la redevabilité, d'être sûr qu'à la prochaine réouverture, les mécanismes de gestion des plaintes et de retour d'informations sont bien mis en place et qu'il y a une bonne connexion entre les écoles et d'autres services connexes tels que la santé et la nutrition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup Gilbert pour ta réponse qui me permet de faire une transition vers la conclusion et en même temps d'essayer de répondre un petit peu à Charles Zoueke qui vient de poser une question aussi par rapport à ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que en cas de, on ne sait pas, Emeline a expliqué tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de visibilité sur cette pandémie, on ne sait pas comment ça va évoluer, donc on ne sait pas si les écoles vont rester réouvertes, si elles vont devoir refermer, donc quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour l'objectif étant l'intérêt supérieur de l'enfant, à la fois en ce qui concerne sa santé, sa continuité des apprentissages, sa continuité éducative et sa protection. Et l'idée, c'est effectivement, et c'est quelque chose aussi qu'on a beaucoup discuté et pour lequel on a fait beaucoup de plaidoyer au niveau de la région au sein du groupe de travail régional éducation en situation d'urgence, c'est de se dire que donc voilà, on a cette situation de pandémie qui nous oblige qui oblige à fermer les écoles, mais de toute façon, on a aussi une situation notamment dans le Sahel, mais pas que, aussi dans d'autres pays de la région, je peux parler de la RDC, des régions anglophones du Cameroun, du bassin du lac Tchad, où les écoles et l'éducation sont particulièrement ciblées et visées, donc où on se retrouve régulièrement avec des zones où les écoles sont fermées. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour que les enfants puissent continuer à apprendre? Les modalités d'apprentissage à distance sont une option. On sait que malheureusement, elles sont encore très restreintes dans la région. On sait que il y a énormément de familles, et notamment les familles déplacées, mais pas que, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès qui ne peuvent pas avoir accès à Internet, qui ont des moyens très limités pour que les enfants puissent avoir accès à l'éducation à distance. Mais en même temps, on sait que c'est quelque chose sur lequel il faut continuer de travailler parce que, voilà, on l'a vu que l'éducation traditionnelle, l'éducation dans les écoles, etc., peut être entravée par différentes choses, que ce soit l'insécurité, que ce soit la pandémie. Donc, c'est vraiment un plaidoyer au niveau de la région qu'on a fait auprès de tous les clusters, les groupes locaux d'éducation, les gouvernements, de faire en sorte que les gouvernements soient accompagnés dans ce processus-là. À la fois la réouverture des écoles en fonction de toutes les mesures dont on a discuté ensemble là pendant cette heure et demie, mais aussi en parallèle de cette réouverture des écoles, de pouvoir continuer à mettre en place, à améliorer tout ce qui est éducation à distance. Et quand je dis éducation à distance, c'est vraiment essayer d'élargir la gamme de possibilités d'éducation à distance, qu'on parle d'éducation par la radio, qu'on parle de petits groupes de tutorat de communautaires, qu'on parle de plateformes Internet, qu'on parle voilà, vraiment toutes les modalités possibles d'éducation à distance pour pouvoir faire en sorte que lorsque l'éducation est menacée, lorsque la continuité de l'éducation est remise en question pour des questions de santé, pour des questions de sécurité, les gouvernements soient préparés et puissent développer ces modalités d'éducation à distance pour tous les enfants des communautés hautes, les enfants déplacés, les enfants réfugiés, vraiment l'ensemble des enfants qui se trouvent sur leur territoire.
Je vais m'arrêter là. Je vais redonner la parole à Audrey et Emeline pour conclure. Et juste avant, je voudrais remercier tous les panélistes qui étaient avec nous aujourd'hui pour leur brillante présentation et pour avoir accepté aussi de jouer le jeu des questions-réponses et de répondre aux questions des auditeurs qui ont été posées. Merci à tous. Et merci à toi, Charlotte, pour cette belle modération et pour nous avoir accompagnés tout au long de ce webinaire. Et merci pour tes derniers mots et je retiendrai quand même quelques points très importants en lien avec ce que tu viens de dire, qui est faire du plaidoyer, mais aussi accompagner, prévenir les risques et essayer de se préparer. Et je pense que ce sont quand même des actions qui sont importantes en lien avec justement cette prise de décision. Si on arrive toujours à remettre l'intérêt supérieur de l'enfant au centre de ses réflexions lorsque on fait son plaidoyer, on accompagne les gouvernements, on se prépare et on prévient les risques, à ce moment-là, on arrive à pouvoir prendre une décision qui soit, qui nous permette de ne pas nuire. Donc, revenir un peu au schéma qu'on vous a présenté un peu avant. Et je voudrais remercier aussi tous les participants pour leurs questions, pour leur participation, pour être là et pour avoir partagé avec nous leurs réflexions aussi quant à ce document d'orientation. Et je vais donner maintenant la parole à Emeline pour fermer. Merci à tous. Merci Audrey. Donc je vais conclure en remerciant très chaleureusement Charlotte pour ta grande qualité de synthèse. Vraiment, la modération a été excellente. On a eu des présentateurs qui ont aussi été excellents. Des questions qui ont été vraiment très pertinentes et qui ont fait que la conversation a pu continuer pendant 7h30. Donc, moi, ce que je vois, ça se relie à ce que Gilbert exprimait, que dans ces temps difficiles, il faut se reposer en fait sur tout ce qui est communauté, participation communautaire. Et je tiens à réitérer, je le dis à chaque fin de webinaire, que l'INE, on est là pour ça en fait. On est là pour que les secteurs se retrouvent, que voilà, les différents partenaires se retrouvent et échangent. On est vraiment là pour soutenir les praticiens de l'éducation en situation d'urgence. Et c'est grâce à ce genre d'événements comme celui d'aujourd'hui que l'on peut aller vers les bonnes pratiques, parce qu'on cherche en fait à les identifier et après à pouvoir les refaire dans nos propres contextes. Donc, un énorme merci à toutes et à toutes. Merci aux collègues de l'INE qui étaient dans les coulisses. Thanks to the non-French speakers that were in the background. Thank you so much for your technical support. Et donc, vous retrouverez tout l'enregistrement, les présentations, les réponses aux questions sur la page de l'INE. Et si vous avez d'autres envies, d'autres thématiques à nous suggérer pour des webinaires, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à contacter l'INE. Donc, bonne continuation à tous. Prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est vraiment là pour ça. Voilà, merci beaucoup. Merci Gilbert. Merci Kefa, qui a eu un petit problème de connexion, mais ça s'est très bien passé. Merci Mina. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bye bye.